Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode de Artichaut, le balado cultivé. Cette semaine, c'est le retour triomphant de mon co-animateur Jonathan. Jonathan, comment vas-tu? Yes, ça Tant va attendu, très bien, merci. félicitations. Content d'être de retour. Super, ça c'est vous savez, c'est mon catchphrase, ça, super. Ouais, Et on l'a remarqué. oui, Ouh. Et cette semaine, on est très excités parce qu'on reçoit quelqu'un qui, une fois de plus, fait œuvre dans un domaine qu'on connaît tous à notre insu, auquel on ne réfléchit peut-être pas assez, c'est-à-dire l'aspect production de la musique, enregistrement, ingénieur de son, enfin bref, je vais le laisser se présenter, il va le faire mieux que moi. J'ai nommé Charles-Émile Baudin. Bonjour Charles-Émile. Salut! Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Vous deux, ça va? Oui, Oh yes! super. Merci. Yeah! Alors, comme je disais, je vais te laisser le soin de te présenter, de peur de mal nommer les choses. Que fais-tu dans la vie, Charles-Émile? Bon, moi, je me présente en général, je dirais comme. En fait, on dit technicien de son. Là. Il y a beaucoup de monde qui disent ingénieur, mais au Québec, un ingénieur, ça a une bague. Fait que j'ai pas ma bague d'ingénieur. Fait que je dirais technicien de son, mixeur sonore. Je fais de la prise de son, du mixage, de la réalisation. Tout ça dans les domaines du disque, de la télévision, des spectacles. Puis pour mon plaisir personnel aussi. Ça serait ça. Ben, ça serait très certainement ça. Et mentionnons d'emblée que tu as quand même un très beau CV à ton actif. Quand on va regarder sur le site de Charles-Émile, que je vous recommande de visiter, charles-émile-baudin.com, Charles, trait d'union, Émile. On peut voir une liste assez impressionnante, je veux dire, pour en nommer quelques-uns, Marc Hervieux, Serge Fiori, Céline Dion, tu as travaillé pour le défilé Victoria's Secret. Bref, c'est pas du petit calibre, comme on dit. J'étais assez chanceux de me retrouver sur ces affaires-là. Ben oui, mais donc, avant de... J'ai très hâte que tu nous racontes un peu, justement, comment c'est placé cette chance qu'on fabrique plus souvent qu'autrement, entre autres par nos efforts, mais enfin bref. J'aimerais ça que tu me racontes un peu comment ça t'est apparu pour toi dans la vie, euh, Euh, le domaine de la technique de son. Quasiment, je dirais par accident, en fait, là, comme probablement bien des domaines, mais en fait, à la base, là, ça vient d'apprendre à jouer de la guitare puis d'aimer faire de la musique, mais vraiment, même au-delà de ça, c'est vraiment une fois que je suis rentré au secondaire, euh, il s'est donné des concerts à l'école primaire de Noël, des concerts de Noël à l'école primaire où j'allais, puis il y avait besoin de quelqu'un pour tourner la cassette de bord puis faire play pour faire jouer le backing track de Vive le vent, là, tu sais. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est un concert de Noël, ben, une fois que le concert était terminé, c'était les vacances de Noël, puis le kit de son ne pouvait pas retourner à la commission scolaire parce que la commission scolaire était fermée. Fait que je me suis retrouvé avec une console puis deux haut-parleurs chez moi pendant tout le temps des fêtes, dans lequel j'ai plugué un micro, puis j'ai plugué ma guitare acoustique, puis j'ai tourné des pitons pendant 1 mois et demi. Wow. J'ai eu bien du fun avec ça. C'est vraiment, la base, c'est ça. Après ça, je me suis retrouvé quand je viens d'un petit village, il faut comprendre, j'ai Saint-Antoine-sur-Richelieu, puis le fait que j'aie une console chez nous faisait que pour les gens du village, ben, j'étais capable de faire du son. Fait que je me suis retrouvé, en fait, j'étais assez chanceux que la maison de la culture du village s'est à peu près développée en même temps que je me suis développé comme ingénieur de son, comme technicien de son. C'est-à-dire que vraiment, j'étais là dans pratiquement les débuts de la maison de la culture. Je me suis retrouvé à travailler sur des concerts gratuits qui faisaient le dimanche, à faire des spectacles pour une centaine de personnes, à mixer des spectacles pour une centaine de personnes. Puis petit à petit, il y avait là-bas le directeur de la programmation qui me faisait beaucoup confiance puis qui me donnait beaucoup de chance aussi en me permettant de louer du matériel puis en faisant des essais à travers tout ça aussi dans la location. Je me suis permis à rencontrer
du monde qui faisait la location, qui me proposait d'essayer certains micros, qui me proposait d'essayer certaines affaires. Tout ça fait que ça m'a beaucoup aidé à développer, rencontrer des musiciens, entendre de la musique de tout genre. Ça m'a ensuite donné envie de construire un studio chez nous. Fait que je me suis fait un studio dans le sous-sol de la maison de chez mes parents. J'ai fait tous mes premiers essais. Je faisais des beats pour des rappers. J'enregistrais des rappers. Je faisais de la musique. En fait, j'enregistrais de la musique pour mon groupe. Toutes sortes d'affaires qui m'ont. C'est vraiment. J'ai appris de même dans le sous-sol de la maison puis dans la Maison de la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu, j'ai fait bien des tests. Puis, C'est une belle expérience, mais quand tu parles de te fabriquer ton propre studio, juste pour le monde à la maison qui se demande à quoi ça ressemble quelqu'un qui se fabrique son studio dans son sous-sol, peux-tu nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, ce projet-là? En fait, c'est assez drôle. Je pense que dans la vie, je pense que je suis quelqu'un qui aime ça m'organiser pour certaines affaires. Moi, je faisais du skate à l'époque, puis j'avais décidé de me construire une mini-rampe dans la cour chez nous. Okay. En fait, sur le terrain d'à côté. Fait que j'avais une belle mini-rampe qui était quasiment finie. Il restait juste à mettre du plywood, puis elle aurait été complétée. Mais à place, j'ai la décision à prendre d'en faire un isoloir pour mon studio ou terminer ma mini-rampe. Fait que j'ai tout démonté la mini-rampe en morceaux. J'ai pris les 2x4. J'ai construit 3 murs dans le sous-sol de chez mes parents. Je me suis fait vraiment une section isolée avec une vitre de 4x8. Là. Je voulais vraiment ça, une belle vitre comme dans les studios. Là. Ouais. Fait que j'ai fabriqué cette espèce de petit isoloir-là qui était vraiment pas très grand avec une petite régie que je me suis faite de l'autre côté de la vitre avec un PC, même 2 PC. Là, ça prenait, quand on travaillait dans ce temps-là avec des PC, ça en prenait plus qu'un pour faire marcher un. Fait que je construisais mes ordinateurs, je taponnais sur mes ordinateurs pour les faire marcher. Ouais. Je me suis retrouvé, j'ai vraiment commencé à la base là, pour donner, en tout cas, pour ceux qui comprennent un petit peu, là, je me suis acheté un micro pour commencer parce que ça prend un micro. J'avais un ordinateur, mais j'avais rien pour faire le lien entre les deux. Puis j'ai commencé par brancher mon micro en 8 dans l'ordinateur. Ça ne fonctionnait pas. Après ça, j'ai acheté une interface, mais qui n'avait pas de préamplificateur. Le préamplificateur, c'est ce qui amène le niveau du micro à un niveau pour être enregistré. Okay. J'avais aucune idée c'était quoi. Fait que j'ai branché mon micro là-dedans, ça fonctionnait pas. J'ai regardé sur les forums sur Internet, le monde me disait pour que ça sonne bien, ça prend un compresseur. Fait que j'ai acheté un compresseur. Mon micro marchait pas plus. Après ça, j'ai regardé, ça prenait un equalizer. J'ai acheté un equalizer, ça marchait pas plus. Un moment donné au magasin, ils m'ont dit ça te prendrait un préamp pour mettre en tout ça. J'ai fini par m'acheter un préamp après 2 mois de recherche là, de pourquoi mon micro sonnait pas bien. Là. Sans vouloir dévoiler au grand jour ton âge, c'était en quelle année ça et t'avais quel âge? J'ai commencé j'ai construit le studio, j'avais entre 14 et 15 ans. Là, je dirais pas mal, dans le fond, probablement l'été de mes 14 ans jusqu'à l'automne de mes 15 ans, là, mettons. Puis aujourd'hui, j'ai 31 ans. Fait que okay. ça fait un peu plus que 15 ans. Ouais. Fait qu'on était aussi à une époque où Internet, les ressources étaient un petit peu plus... disons, Wild West. Les ressources étaient moins fiables, ou en tout cas, peut-être pas moins fiables, mais ils étaient plus rares. Mais chose certaine, par exemple, on avait des ressources quand même, ce qui fait que dans un village comme Saint-Antoine, j'ai pu quand même réussir à apprendre des affaires sans avoir de mentor à côté de moi parce que ça n'existait pas dans mon village. Fait que le fait d'Internet m'a quand même permis de comprendre un peu qu'est-ce que je pouvais faire. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, les ressources il y en a 1000 fois plus. Là, c'est incomparable. Mais j'ai quand même, je pense, je me dis, là, 20 ans, j'aurais probablement pas été sonorisateur parce que j'avais pas l'information pour le faire, là, exactement. Cool. Cool. Puis, donc, une fois que tu as commencé, c'est ça, donc...
tu joues à ta musique. Et d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on parle. On va aussi parler un peu de ta propre production ce soir, je l'espère. Mais Ah oui. une fois que, donc, que cet intérêt naît et que tu commences à l'explorer, euh, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu as... Ouais, en fait, disons que tout ça a fini par se croiser. Tu sais, mes années à la Maison de la Culture, puis dans le studio au sous-sol, un moment donné, on finit par. En fait, j'ai compris que c'était quelque chose qui m'intéressait, disons. Je me suis inscrit, j'ai quand même été en musique là, pendant 1 an et demi à Drummondville en guitare, parce que je me OK. disais peut-être que ça m'intéressait de faire de la musique. Mais après 6 mois à l'école, j'ai compris que ce serait en sonorisation que j'irais, là, pas comme guitariste professionnel, parce que ça faisait pas partie de mes cordes finalement, autant que j'aurais espéré. Je me suis rendu compte que le calibre était vraiment supérieur au mien. Fait que j'ai décidé de mettre mes efforts là où je sentais que j'étais capable, en fait, disons, de me démarquer ou du moins d'être à la hauteur de, de mes collègues d'école au minimum. Là, tu sais. Je te Euh, pose la question, tu sais, pour être aussi, pour, disons, être peut-être un guitariste d'un certain, une expérience similaire, on va le dire comme ça. Tu sais, quand on a 15 ans et tu sais, on regarde Jimi Hendrix ou whatever, puis on est comme, waouh, c'est cool. Est-ce que quand on est aussi passionné par le côté sono, on a 15 ans, puis on regarde, je sais pas, on regarde Daniel Lanois, on regarde, tu sais, est-ce qu'il y avait déjà des ben, idoles qui t'ont marqué, tu sais? je dirais pas à cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, vraiment, j'étais vraiment en train de regarder Jimi Hendrix, puis Ouais. Stevie Ray Vaughan, puis quel pédale il utilisait, puis quel ampli il utilisait, puis quel câble, un Mhm. corps il utilisait, tu sais, puis quelle sorte de corde, etc. Tu sais, j'étais plongé dans la technique, mais vraiment au niveau des instruments, puis ça a quand même été, je dirais que ça a commencé à me frapper, là. J'ai commencé à avoir des influences que j'étais conscient, disons, à partir du moment où j'étais à l'école. Avant ça, tu sais, j'avais des influences, j'avais des préférences, mais c'était qui étaient complètement. En fait, je connaissais pas leur source. Je n'étais pas rendu à connaître leur nom. Mhm. Je savais que j'aimais des types de trucs. Il y a des affaires avec le temps, à un moment donné, j'ai compris qui revenaient puis que j'aimais. Mais, tu sais, vraiment, en étant quand même relativement geek, là, j'étais très geek des guitaristes puis des drummers, mais absolument pas encore à ce temps-là, à cette époque-là, de geek de tout ce qui était Production. studio, là, tu sais. C'est venu quelques années plus tard. Là. Puis là, aujourd'hui, j'ai passé à travers ben de, maintenant, je connais très bien mes influences, puis j'ai geeké pas mal là-dessus. Là. Ouais, quel plaisir. Et écoute, pendant qu'on est dans le sujet, pourquoi pas de l'aborder tout de suite. Si aujourd'hui je te demande, c'est qui tes influences, hey, parle-moi-en, qui c'est qui sort? Est-ce qu'on parle d'influence au niveau de la production ou Ouais. Ben, de... écoute, commençons par la production, mais j'aimerais ça. Ben, en fait, non, T'as raison. Commençons par la musique, puisque ça a commencé avec, comme tu disais, des guitaristes dont tu voulais comprendre le rig, le setup, etc. Ah Puis, ouais. ben, je sais pas. Ah Comment ben, t'as on envie peut d'en tout parler? en fait, ultimement, tout se mélange, surtout, je pense, tu sais, quand on parle de nos Mhm. influences, souvent, les influences, c'est quand même du monde qui ont souvent poussé l'enveloppe, puis pour pousser l'enveloppe, il fallait qu'ils se mêlent de tout en même temps. Là. Mhm. Tu sais, si on parle de Jimi Hendrix, je veux dire, lui avec Andy Kramer, son réalisateur, ils ont tous les deux poussé l'enveloppe au niveau et de l'enregistrement et du son de la guitare, au niveau du playing, tout ça. Fait que ben, probablement Jimi Hendrix, c'était définitivement, ben, c'est clairement une influence quand même qui m'a beaucoup marqué. Tu sais, je pense, une des influences souvent qui me vient en premier en tête, c'est Ennio Morricone. Mhm. Ennio Morricone, pour moi, il y a quelque chose tu sais, oui, c'est de la musique de film en général, c'est souvent de la musique orchestrale, mais sauf que même au niveau de la
production, d'appliquer vraiment beaucoup de reverb sur une voix ou de demander à un guitariste de jouer le plus fort qu'il peut, puis une fois qu'il a fait ça, lui demander de jouer 2 fois plus fort que ce qu'il vient de faire. C'est comme tous des choix qui débordent vraiment beaucoup de la simple composition, puis ça, en tout cas, c'est sûr qu'à ce niveau-là, quand je pense, j'ai aucune idée qui a enregistré les scores de Morricone, là, surtout les vieux, puis je sais que ça a été fait en Italie, mais j'ai aucune idée du setup, dans quel studio tout ça a été fait, mais je sais que ça m'a influencé dans la façon qu'ils ont traité le son, la façon qu'ils ont utilisé l'orchestre, la façon qu'ils ont utilisé les éléments qui n'étaient pas orchestrales aussi, les choix de mélodie, le côté vraiment arrogant, je trouve, là, dans sa musique, dans ses choix. Fait que, en tout cas, c'est de toute évidence une influence. Ben, écoute, j'avoue que la passion avec laquelle tu en parles rend ça assez évident. Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment là, à travers ce genre de travail-là, le travail du son plus que juste le fait de jouer là, comme tel, simplement, mettons? Ben, tu sais, c'est pas comme apparu d'un coup, tu sais, ça c'est pas. Au début, c'est venu par simple intérêt, puis de parler, mettons, justement d'un son, de comment on se réalise à travers tout ça. En fait, c'est quelque chose qui est assez. Probablement que j'ai tendance à avoir un son parce que j'ai des goûts puis j'ai une paire d'oreilles qui est unique à la mienne, mais sauf que qui est unique à moi, mais il n'y a pas de. Comment je dirais? Tu sais, le travail que je fais maintenant, en fait, puis que j'essaie de faire, que j'essaie de toujours garder en tête, c'est un travail de service. Tu sais, j'essaie de rendre service à quel que soit le type de production qu'on fait, que ce soit un album, un artiste, un show de TV ou un spectacle ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, dans le fond, en grandissant, là, en apprenant à travers tout ça, c'est à la base, ce qui m'intéressait, disons, d'être tout simplement capable de sauvegarder un riff de guitare. Après ça, de dire, on pourrait peut-être faire une chanson. Qu'est-ce que ça prend pour faire une chanson? Ça prend un système d'enregistrement pour qu'elle soit immortalisée, là, en tout cas du moins sauvegardée pendant le temps que le disque dur il durera. Mais c'est quasiment par défaut, mais je me suis retrouvé à faire ça parce que j'aimais ça, mais parce qu'il fallait le faire aussi pour pouvoir faire des chansons. Puis après ça, pendant une courte période de ma vie, je faisais des beats justement pour des rappers, puis je vendais des beats en ligne, j'avais des rappers qui venaient enregistrer chez moi, puis je travaillais un peu comme si on veut à vraiment, vraiment en marge de ce qu'il y a d'une espèce de milieu qui se passait à Saint-Hyacinthe, où il y avait plusieurs rappers qui se développaient, puis qui avaient quand même un certain niveau de qualité qui était intéressant. Puis moi, il y en a qui venaient enregistrer chez moi, puis j'avais vraiment comme, si on veut, une comparaison directe avec une méthode qu'eux autres y avaient, puis moi, d'essayer d'arriver à mieux, tout simplement, tu sais, puis de dire, OK, le monde, ils veulent venir acheter chez moi parce que ça sonne bien, puis là, tranquillement, pas vite. C'était pas un choix que j'avais fait à la base, mais quelqu'un me disait, hey, on aime ça quand la voix est faite chez vous, fait que ça m'a donné goût et confiance à développer ça, puis à essayer de faire toujours le travail de mieux en mieux, tu sais. Et c'est exactement pour ça que Charles-Émile travaille maintenant sur la voix. C'est ça. Travaillait, ça s'est terminé dimanche passé. Pardon. Là, c'est correct, mais c'est ça, c'est que c'est Primeur. pour en faire, moi aussi, je travaille un peu avec FL Studio, fait que je vais faire du mixing un peu, je vais faire un peu de mastering à travers tout ça, puis j'essaie de comme faire bien jouer dans l'ensemble de mes fréquences pour que ça soit, le son sonne bien. Mais c'est tellement, on dirait que plus j'essaie de vraiment comme comprendre un peu les différents aspects de qu'est-ce qui fait qu'une tune sonne bien finalement, plus je me rends compte que c'est tellement, il n'y a pas vraiment de méthode éprouvée ou de plugin miracle. Ce qui sonne bien, c'est vraiment c'est unique à chaque projet finalement. Fait que c'est sûr que. Oui,
c'est unique à chaque projet, mais c'est aussi unique à chacun, puis c'est surtout unique à chaque. Moi, je dirais, tu sais, aujourd'hui, j'écoute des trucs que j'ai fait justement dans le studio quand j'étais jeune, puis j'avais aucune méthode, j'avais aucune idée de ce que je faisais, absolument pas, là, vraiment pas. Puis j'arrivais pas à une étape de mix où je me disais, bon, ben maintenant je mixe, il faut que ce soit bon, il faut que je fasse un produit de qualité. Peut-être que je me dis ça, mais je m'en souviens plus. Je me disais ça, mais je m'en souviens plus. Sauf que ce qui sortait de là, la seule chose sur quoi je pouvais me fier, c'était mes oreilles à ce moment-là. Tu sais. Mm. Puis quand j'écoute ces trucs-là aujourd'hui, je trouve que ça se tient tout ça quand même. Tu sais. Beaucoup plus que la période après où j'ai vraiment essayé de commencer à comprendre. Puis là, j'ai fait tous les trucs qu'on pouvait trouver sur Internet, toutes les idées, j'ai essayé tous les plugins, toutes les techniques. Là, à partir de ce moment-là, je n'étais plus en train de j'étais plus en train de me servir de ma tête, je n'étais plus en train de me servir de mes oreilles, j'étais en train de me servir des choses que j'avais lues un peu partout, puis des connaissances des autres, mais que je maîtrisais absolument pas. Puis à partir de ce moment-là, j'ai justement commencé à m'égarer dans les connaissances globales ou les trucs miracles ou tout ça. Tu sais, avec le temps, à un moment donné, justement, tu reprends le dessus de tout ça, puis tu te dis, ben, tu sais, la seule chose sur quoi je peux me fier, c'est mes oreilles à moi, assurément les oreilles de l'artiste aussi, parce que c'est sa vision. Puis, tu sais, ce qui va en sortir, il y a tellement de disques, mettons, qui techniquement sonnent sonnent vraiment mal, mettons. Il y a beaucoup de disques qui sonnent vraiment mal, mais qui sont excellents, puis que j'écoute jour après jour. Parce que c'est probablement la bonne chose qu'ils ont faite pour le projet. Tu sais. Puis il y a beaucoup de disques qui sonnent très bien. Puis il y en a un, là, aujourd'hui, je parlais de ça avec un de mes amis, là, un disque que j'attendais depuis longtemps, qui est enfin sorti, qui sonne magnifiquement bien, mais qui est ennuyant à mourir. Oh non. C'est un grand disque, avec du budget, tout un réalisateur de la fin des temps, mais ça sonne, c'est écœurant, mais sauf que c'est plate, 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 plate. Il n'y a rien que tu peux. Il y a rien que tu peux faire. Vraiment, en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est faire le mieux qui est pour le projet que tu es en train de faire, puis te fier à tes oreilles, tes goûts personnels, puis celui de l'artiste avec qui tu travailles ou du réalisateur avec qui tu travailles, parce que il n'y en a pas de recette, puis bien sonner, ça veut absolument rien dire au final quand ça affecte pas le produit fini tant que ça, disons. Disons, par curiosité et totalement scénario complètement hypothétique, là, supposons que j'étais un artiste qui était intéressé à faire, à utiliser tes services, disons. Disons, là. C'est ça, en fait, tu sais, mettons, travailler avec moi dans mon cas personnel, ce que ça implique vraiment, c'est de savoir c'est quoi mon rôle dans le projet. Puis mon rôle, tu sais, c'est pas, en général, c'est pas une cible précise, tu sais. Mon rôle, ça peut être de mixer un album, ça peut être de mixer un single, ça peut être de mixer, ça peut être d'enregistrer, mais de ne pas mixer. Ça peut être d'enregistrer juste les voix, ou ça peut être de réaliser, ou ça peut être d'un musicien de son qui va te donner ton avis, mais que c'est pas un réalisateur. Tu sais, je fais vraiment de tout ça, là, tu sais. Et ça implique quoi de la réalisation d'albums pour ceux qui sauraient moins? La réalisation d'album, c'est... là, j'ai vraiment l'air de démontrer que ma job est tellement pas claire, là, parce que ça ne l'est pas. Mais être un réalisateur, c'est tellement pas clair parce que c'est propre à chacun, tu sais. Puis, des fois, j'utilise le terme réalisateur, des fois, je dis que je fais de la réalisation, sauf que dans mon cas, dire que je fais de la réalisation, c'est absolument... C'est complètement l'opposé, mettons, que Kanye West qui fait de la réalisation, tu sais. Dans le sens que j'écrirai pas les chansons jamais à la place de l'artiste. Je vais quelquefois suggérer des changements musicaux ou des accords, ou suggérer des idées, surtout d'arrangement, là, mettons, mais sauf que en général, moi, dans mon cas, quand je réalise, je me considère comme un réalisateur public, mettons. Quand je dis public, c'est que je me mets à la place du public qui écoute la musique. Fait que mon angle est plus souvent de dire ça, je trouve ça intéressant, ça me donne des frissons, ça m'ennuie,
Ou je pense qu'on a du bon matériel, mais sauf que, tu sais, je suis pas encore prêt à écouter un disque au complet de ça. Mhm, Après ça, je peux apporter des idées, je peux apporter des façons de faire, des méthodes. Toutes les fois que j'ai réalisé, j'étais l'ingénieur de son aussi en même temps, mhm. le OK. technicien de son. Euh, Fait que, tu sais, j'apporte des idées de textures sonores, des façons d'enregistrer. J'essaie de créer un mood. Ça veut peut-être vouloir dire d'enregistrer en plein milieu du désert avec le bruit du vent, ou ça peut vouloir dire de, tu sais, trouver un environnement, trouver un contexte, trouver une façon de créer quelque chose d'unique ou, tu sais, de propre à l'artiste qui va lui permettre, mettons, d'exprimer ou de réaliser le projet que l'artiste a envie de faire. Tu sais, OK, si on peut résumer ça, là, excuse-moi, je fais un grand tour pour arriver à C'est peut-être une super. réponse, C'est là. super, c'est parfait. Mais mettons, un réalisateur, dans mon cas, je vois ça comme vraiment un accompagnateur à l'artiste pour arriver à un résultat que l'artiste en général va choisir. En cours de chemin, l'objectif peut changer. Je peux apporter un autre angle, puis peut-être que l'artiste va me suivre, peut-être que non, puis moi, je vais suivre l'artiste, puis tout ça, c'est tout correct, parce que le plus important, c'est que ce soit le meilleur qui gagne. Et en parlant du meilleur, c'est ni l'artiste ni moi, c'est le meilleur résultat possible. Mhm. Euh, Fait que dans mon cas, ce serait ça, c'est d'être un public à l'artiste, mais qui a des solutions pour arriver au résultat que l'artiste souhaite avec un son que l'artiste souhaite avoir, puis en lui proposant des chemins, des idées, puis en essayant de trouver des solutions à des problèmes. Mettons. Je me posais une question. Tu sais, j'étais très content qu'on te reçoive parce que justement, clairement, c'est un domaine que. Tu sais, c'est une facette. Tu sais, t'arrives à un point intéressant dans une construction artistique, tu sais, une production artistique. Où est-ce que, tu sais, comme tu dis, ton point, toi, ton intérêt, en tout cas, certains réalisateurs le font, mais c'est pas de décrire les tunes à la place du monde, tu sais. Mais, mais ça reste que veux pas, t'as une sensibilité, t'as sûrement une touche aussi en tant que professionnel. Puis je me posais un peu la question pseudo-philosophique de, ben est-ce que t'es un artiste là-dedans, tu sais? T'es définitivement un artiste en général, je te connais assez, là, mais est-ce, tu sais, parce que t'es un peu sur une limite, tu sais? Ben, je comprends ton point. Ouais. Comment tu le vois? Je te dirais que je me vois pas, tu sais, dans mon cas, personnellement, là, parce que vraiment, Ouais. que je sais, je le répète, mais la réalisation, c'est vraiment propre à chacun, là, la méthode. Dans mon cas, je la vois. Je verrais quasiment plus ma prise de son de façon artistique que ma réalisation, dans le sens c'est que dans la prise de son, j'essaie Mhm. de chercher des couleurs, de placer des affaires, de créer une texture sonore, mais souvent dans la réalisation, ce que je vais essayer, c'est plutôt d'apporter l'artiste à créer une texture sonore, de mettre les musiciens dans un contexte où on va faire quelque chose d'intéressant, mais j'essaie plutôt que eux s'expriment là-dedans. Des fois, je vais avoir une idée que je vais dire, on va la faire, puis si elle n'est pas bonne, on la gardera pas, mais je veux la mettre, tu sais, je veux l'essayer, je veux le faire. Mhm. Euh, tu sais, mais sauf que c'est surtout pour. Quand je vais faire ça, ça va être souvent, peut-être même quasiment plus comme juste pour donner un exemple. Tu sais, dire, ben, regarde, si on fait ça avec un piano, là, je sais qu'il n'y a pas personne qui joue du piano dans le band, mais si on fait ça avec un piano de telle façon, puis là, il y a un des gars du band qui sait un peu jouer du piano, puis je dis, fais ça, essaye ça. Il va, puis il le fait, puis là, tout d'un coup, ils entendent quelque chose que moi j'ai entendu. Puis là, ça leur fait sonner une cloche, puis ils disent OK, cool, on aime ça. Ce que tu voulais, dans le fond, c'était quelque chose de répétitif qui crée une dynamique, mettons, qui fait avancer la tune. OK, parfait. Ben, est-ce que vous aimez ça? Oui, non, peut-être. Bon, OK, parfait. Si on n'aime pas ça, je suis sûr qu'à la guitare, tu peux nous trouver quelque chose qui arrive à faire l'idée que moi j'entends. OK, parfait. Puis là, ils vont, puis ça pousse leur affaire. Tu sais. Fait que oui, c'est sûr et certain qu'il y a une partie artistique, là, je veux dire, ça serait. Ah oui. Sauf que je dirais que je le vois plus comme un désir de pousser le sens artistique de l'artiste plutôt que le mien, mettons. Mhm. C'est quand même une manière de travailler qui est très
ben, j'allais dire altruiste, là, à défaut peut-être d'un meilleur terme, mais dans le sens où tu vas beaucoup, justement, tu sais, il faut quand même que tu aies une bonne manière, tu sais, que tu sois bon pour être à l'écoute de les gens avec qui tu travailles, mais aussi que tu sois capable, tu sais, de bien comprendre, puis de bien, ben, de comprendre ce que la personne, elle voit, puis ce qu'elle veut, mais aussi, tu sais, il faut que tu sois capable de proposer, tu sais, tes idées, puis de bien exprimer ce que toi, tu vois, puis que ça finisse par être finalement un tout cohérent, que ça devienne quelque chose tu sais, qu'il y a une bonne symbiose dans vos idées, mais ça doit quand même, c'est un bon travail de discipline d'une certaine manière, parce que ça doit être assez difficile des fois de pas trop vouloir, tu veux pas trop changer un projet, mais des fois tu as peut-être envie il y a peut-être certains trucs que tu aimes moins toi aussi personnellement. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est intéressant quand même comme manière C'est de sûr que faire tu de sais, l'art. Ouais. le but ultime, c'est de faire quelque chose de bon. Tu sais, puis après ça, je veux dire, ça m'est arrivé, mettons, ça m'est arrivé de travailler sur un album, mettons, où on était tous sur la même longueur d'onde pour les 11 tunes sur 12 mettons. Il y en avait une où j'avais une vision, puis que j'étais comme, je pense que, tu sais, pour arriver à aller chercher, mettons, le feeling ou l'émotion, ou peu importe ce que vous voulez faire, je pense que je veux essayer une technique, tu sais. Puis ma technique dans ce contexte-là, c'était une chanson qui se voulait plus tu sais, introvertie, mettons, puis plus émotionnelle, si on veut. Le but, c'était de mettre l'artiste tout seul dans un grand studio vide, aucune lumière allumée, puis qui chante la tune jusqu'à temps qu'à un moment donné, il tombe dans le mood où il connecte vraiment avec ses émotions, puis qu'on arrive à aller chercher quelque chose parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas, disons, qui n'était pas nécessairement touchant à mon avis de nature. Tu sais. Il y a du monde qui le sont tout de suite, la première tête qui le sont, puis il y a du monde qui à mon goût, à moi, ne le sont pas tout de suite. Dans ce cas-là, c'était ça. En fait, moi, je me suis dit, ben, tu sais, si je te laisse vraiment seul à toi-même, puis on va pas intervenir jusqu'à temps qu'on ait une bonne take, on va juste la chanter over and over. Puis, on est arrivé 2 heures plus tard à un résultat que je trouvais vraiment intéressant, puis que plusieurs personnes qui étaient présentes trouvaient vraiment intéressant aussi. Mais l'artiste, le lendemain, a décidé de la réenregistrer chez lui parce que pour lui, c'était pas ça qu'il allait obtenir. Puis au final, c'est sa version qui est sur le disque. Puis je suis bien, bien à l'aise avec ça parce que là, dans ce cas-là, j'avais une approche, j'avais une idée qui a fonctionné pour moi, mais qui n'a pas fonctionné pour lui. Puis ben, tu sais, je veux que les autres soient représentés sur le meilleur jour. Pour moi, à ce moment-là, j'avais l'impression que son meilleur jour, c'était ce que je voyais, mais pour lui, ça, c'était pas une bonne présentation de lui. Fait que, à ce moment-là, je suis bien, bien à l'aise de dire on reprend, on s'en va où tu voulais aller. Là, il y a, il y a un, il y a un gros travail en amont souvent à dire, à arriver à se parler, à briser la coquille d'un artiste ou d'un band pour vraiment, en tout cas, toutes les fois que je travaille avec du monde, j'essaie que ce soit assez clair vraiment avant de rentrer en studio, qu'on est tous là pour donner nos idées de façon égale, puis qu'on être sûr, en tout cas, du moins, que tout le monde est très à l'aise un avec l'autre la journée qu'on rentre en studio pour que les idées ils circulent puis qu'il n'y ait pas de soucis, tu sais. Puis que moi aussi d'être vraiment capable de comprendre leur angle puis c'est quoi qu'ils veulent obtenir. Parce qu'il n'y a pas un projet qui se fait de la même façon. Là, il y en a qu'on va enregistrer une affaire à la fois, il y en a qu'on va enregistrer tout le monde ensemble, il y en a qu'on veut qu'il y ait du bruit, il y en a qu'on veut que ce soit propre à mort. Fait que on ne peut jamais approcher ça de la même façon. C'est pour ça qu'il faut vraiment. C'est un travail souvent en amont là, du projet où les rencontres, le parler, échanger les chansons, voir où c'est quoi les forces du monde, les faiblesses du monde. Puis, c'est la partie la plus importante, je dirais, à mon avis, puis peut-être la plus difficile aussi là, de mettre le doigt sur quelque chose qui plaît à une entité, là, plutôt que juste à moi ou juste au chanteur du groupe, mettons, là, ce qui ne serait pas pertinent pour tout l'ensemble du groupe. Pour reprendre un petit peu le récit narratif de ta carrière, plutôt, on s'est un peu arrêté justement à toi qui rentres aux études, et donc tu rentres aux études. Tu nous as-tu dit où tu avais étudié?
Est-ce que tu veux nous J'ai dire où tu étudies? je peux. J'ai trouvé que c'est une très bonne école. Fait que Vas-y. j'ai étudié en guitare à Drummondville pour Ouais, 1 an et demi, ouais. où j'ai passé 1 an et demi à parler avec mon prof de guitare de câbles, tu sais, de type de speaker dans des amplis puis de sortes de pédales. Là. J'ai pas joué beaucoup de notes, là, je te dirais, pendant que j'étais au cégep. Là, j'avais compris que j'étais plus un gars de technique que de technique tu sais, De pas technique, de technique de guitare, mais de technique virtuosité. justement. Ouais. J'étais pas un virtuose, ça c'est clair. En tout cas, fait que Là, je tiens à euh, dire, Charles Émile s'auto-flagelle un peu, mais je l'ai entendu jouer de la guitare. Il est loin d'être un 2 de pique. Hein. Très bon solo avec sur une coupe de tunes de White Wedding. bon, merci bien. Mais tout ça pour dire qu'après ça, dans le fond, j'ai fait un peu en musique parce que je me dis que ça me donnerait des outils, ça me permettrait de rencontrer du monde. Mais après ça, j'ai été en sonorisation et enregistrement studio au Cégep à Drummondville. Dans le temps, c'était un certificat. OK. Donc, c'était juste 1 an. Maintenant, c'est rendu un DEC. C'est 3 ans. Quand j'étais là, c'était seulement un certificat. Fait que j'ai fait 1 année là-bas. Comme, puis j'ai vraiment apprécié ça. C'était une bonne école, des bons professeurs, surtout des installations, tu sais, un vrai studio, ce que j'avais pas encore eu la chance de travailler dedans. Tu sais, fait que comprendre comment ça marche. Puis j'ai utilisé à bon escient, là, mettons, mes heures de laboratoire, là, tu sais, à vraiment pouvoir jouer sur une console, là, ce que j'avais fait en live plusieurs fois, mais j'avais jamais eu la chance de faire en studio. Là, puis vraiment essayer de m'investir là-dedans. Fait que j'ai fait 1 an là-dedans, puis après ça, j'ai été engagé dans un studio de publicité à Montréal qui s'appelle encore La Majeure. Là-bas, j'ai fait 5 mois. Pas fait beaucoup. C'est parce que je me suis rendu compte vraiment rapidement que la publicité, c'était un monde que je voulais éviter. Fait que je suis parti aussitôt que je pouvais, avant d'être confortable. Tu sais. Après ça, je me suis mis vraiment à chercher du travail en studio, voir qu'est-ce qui était possible tu sais, où je pouvais rencontrer du monde. J'ai pas nécessairement eu la chance là, de venir d'avoir un contact, d'avoir des amis qui personne dans le milieu ou quoi que ce soit. Tu sais, fait que je partais vraiment de. J'étais inconnu aux yeux de tout le monde. Là, fait qu'il fallait vraiment que je travaille pour essayer de rentrer dans un studio. Puis à force j'ai fait des jobs à gauche, à droite. Puis à force de recherche et de travail, j'ai fini à un moment donné par. Après, je pense avoir été porter mon CV 5 fois. J'ai réussi à rentrer au studio Piccolo. Ils ont fini par dire, je pense qu'il est assez insistant qu'on va lui donner une chance. Que, mais c'était mon objectif, je voulais rentrer là. Quand j'étais au cégep, j'étais comme, un jour, je vais travailler là. Ouais. Écoute, en tant que personne qui connaît très peu au monde du studio et de la production musicale, sur cet aspect technique-là, du moins, même moi, je connais le nom du studio Piccolo. Là. Donc, on peut comprendre on doit comprendre à la maison qu'il y a un certain prestige ici. C'est un très beau studio à Montréal tu sais, je me souviens là, les premières fois, tu sais, tantôt on parlait tu sais, d'idoles ou d'influence ou Oui. de, tu sais, de personnes qu'on pouvait, mettons, s'il y avait du monde quand j'étais plus jeune que j'imaginais, ben, tu sais, le nom du studio Piccolo, j'avais vraiment vu ça souvent. J'avais été voir sur le site souvent, c'était quoi, quel type de micro il y avait. Tu sais, je connaissais la liste de micros avant de rentrer au studio. Là. Fait que c'est une place que j'avais vraiment accroché là-dessus. Je me suis dit que là-bas, j'aimerais ça y aller un moment donné. Puis, là, je suis chanceux. Ben, je travaille avec eux autres. Je travaille avec eux autres depuis 10 ans, je pense, maintenant. Là, tu sais, je suis un ingénieur pigiste. Là, je travaille à mon compte, mais sauf que je fais, on peut quand même, on peut dire qu'il y a une famille, mettons, d'ingénieurs là, chez Piccolo. Là, puis je fais partie de cette équipe-là, puis je me sens bien, bien, bien privilégié de faire ça. Puis le côté un petit peu plus, tu sais, on a parlé un peu de réalisation, prise de son en studio.
Tu fais aussi de l'événement. On a mentionné le défilé Victoria's Secret. On a mentionné que tu travaillais aussi sur La Voix, une émission. Donc, comment ça diffère ce genre tu sais, de la scène? Puis bon, pour ceux qui ne le savent pas à la maison, Charles-Émile a déjà aussi fait un peu a fait le son pour mon ancien groupe de musique de Fade Out. On salue tout ce monde-là. Oui. Donc, parle-moi donc de la différence de justement faire de la technique de son puis de l'enregistrement pour des spectacles versus ce dont on parlait à date. Ben, tu sais, en fait, j'ai fait vraiment avec le temps, là, puis tu sais, maintenant, je peux quasiment plus dire que tu sais, j'ai une spécialité, disons, en musique pour la télévision. Tu sais, tranquillement, pas vite, je rajoute aussi des cordes à mon arc avec la musique de film. Là. Il y en a quand même qui s'additionnent dernièrement, puis ça, c'est le fun. Mais pour ce qui est vraiment le, c'est- mettons un spectacle live versus un spectacle télé qui soit préenregistré, soit en direct, là, c'est quand même. C'est tous des trucs qui demandent des qualités similaires, là, c'est-à-dire vraiment une bonne gestion du stress, là, qui est peut-être une des choses les plus importantes dans ce contexte-là, parce que c'est souvent un spectacle, que ce soit un show live, ou que ce soit une émission de télévision, c'est des one-shot deals, là, comme on dit. Là, tu sais, ça se passe là, puis c'est important de capter ce moment-là, puis de ne pas faire d'erreur, parce que si tu manques ta shot, ben c'est passé, c'est déjà passé, c'est fini, puis Mhm. on veut avoir tout capté Il n'y a pas de ou tout deuxième take. entendu. Sauf que, tu sais, ce qui arrive, mettons, moi, quand je vais faire le son, mettons, pour quelqu'un dans une salle, là, comme, disons, quand je faisais le son pour de Fade Out ou si je fais le son pour un artiste aujourd'hui, peu importe, tu sais, c'est vraiment deux étapes. C'est comme le soundcheck, c'est faire plaisir aux musiciens, puis après ça, une fois que le show est parti, pour moi, je me vois vraiment comme un musicien dans le band, tu sais. Parce que tu fais des mouvements, tu fais des affaires, puis le public il réagit directement en avant de toi, comme si tu interagis avec le public en disant quelque chose ou en faisant un solo de guitare. C'est un peu le même feeling. C'est quelque chose de bien, Mhm. bien le fun pour moi, tu sais, des fois, d'aller rechercher cette affaire-là, parce que c'est quand même, quand tu es assis tout seul en studio, tu ne vas pas vraiment chercher ça. Mhm. Mais, sauf que, disons, quand je suis en studio, des fois, ou en mobile, là, je travaille souvent dans un studio mobile pour faire des shows de télé. Par exemple, je pense que nos pics de public à La Voix, c'était 2,5 millions de personnes. Des fois, on oublie là, qu'on est en train de mixer puis qu'il y a 2,5 millions de personnes qui écoutent à l'autre bout là, tu sais, ce que tu es en train de Ouais, faire. ouais, Puis ouais. tu n'as pas ce feedback-là, sauf que c'est à l'inverse, par exemple, mettons en show, disons, un moment donné, je me fais embarquer dans l'affaire, puis là, j'ai vraiment du fun. Si je suis en mobile, puis je sais que ce niveau-là d'écoute, ben, c'est plutôt le stress qui embarque, là, je te dirais. Ouais, Tu te dis, ouais, ouais. bon, ça fait beaucoup de monde qui vont chialer si on se trompe, là. Euh, mais sauf que c'est vraiment, dans ce contexte-là, les qualités, ce serait vraiment la gestion du stress, la rapidité d'exécution, parce qu'on a à peu près jamais de temps pour travailler. Faut tout faire rapidement. Les artistes sont pas trop du genre à jouer la tune 8 fois pour que tu te places. Là, tu sais. D'habitude, la deuxième fois qu'ils l'ont fait, j'espère que tu as placé tes affaires parce que tu sais, ça va être ça. Fait que le- 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 la préparation, la rapidité d'exécution, la façon de gérer son stress. Là, je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est tellement, tellement, tellement important. Mhm. Puis le travail d'équipe, c'est vraiment souvent plus un travail d'équipe encore qu'en studio. Tu sais. Il y a plusieurs départements sur quoi tu t'appuies, puis qui eux autres t'appuient sur toi aussi. C'est c'est le fun, puis c'est des challenges, tu sais, souvent c'est des gros challenges, puis je me suis retrouvé beaucoup à faire des shows, là, tu sais, que je croise du monde après, puis qui disent, je sais pas comment tu as fait pour mixer ce show-là, parce qu'il y avait 38 chanteurs, tu sais, en même temps, puis il y avait 16 musiciens sur le stage. Ça fait beaucoup de monde à suivre, tu sais, à Mhm. mettre ensemble. Puis souvent, je me retrouve toujours sur des shows, c'est qu'ils font des medley. Fait que là, faut que tu ouvres tous les bons chanteurs, ces bonnes phrases au bon moment, puis ils décident de faire chanter les 38 personnes en même temps. Là.
Ah, au moins, si c'est les C'est 38 en un... même temps, tu lèves toutes, là. Ouais, non, mais c'est phrase à phrase, là. En tout cas, peu Oh, importe. Dans tous oh, les oui. cas, tu sais, on se Non, non, retrouve, non. tu sais, en tout cas, moi, je me retrouve souvent dans des situations de même où c'est que c'est vraiment un défi. Tu sais, c'est pas gagné d'avance. Puis d'habitude, quand tu reçois le pacing la première journée, tu te dis, ben voyons, ça se peut pas, va falloir qu'on leur dise qu'on pourra pas le faire. Puis là, ils disent que ça changera pas. Fait que finalement, il faut juste que tu trouves une façon de le faire. Puis on finit toujours par y arriver, tu sais, mais sauf que à chaque fois, on vient de faire taper la trail pour en faire un plus difficile la fois d'après, tu sais. Fait que, mais maintenant, je me rends compte que dans la vie, j'ai besoin de tous ces aspects-là, tu sais. Le studio, c'est vraiment le fun parce que tu sais, tu prends le temps de placer des affaires, d'essayer de construire quelque chose, de laisser la signature d'un artiste pour plusieurs années, etc., tu sais, puis vraiment de mettre son projet à jour. Puis en show, tu essaies de t'assurer que l'artiste qui est sur scène, tu le représentes du mieux possible pour souvent un grand nombre de personnes, tu sais, souvent plus Mhm. grand que quand tu fais un disque, là, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de choses au Québec, en tout cas, du moins, qui rejoignent 2,5 millions de personnes, là. Fait que, tu sais, N'est-ce quand pas? tu as un chanteur au bout du fader, ben, tu sais, c'est toi qui es en charge de le représenter, de le faire entendre au Québec. Fait que Ouais, non, c'est quand comme une même, hein. espèce de. Mine J'ai de toujours rien, cette. t'as le corps du Québec au bout de la ligne, là, qui t'écoute. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que tu dis, je suis responsable de sa représentation. Tu sais, lui est responsable de bien faire sa job, mais moi, si on l'entend mal, s'il est mal perçu, tu sais, je vais m'occuper de l'enveloppe sonore de comment il est perçu pour le monde. Fait que, tu sais, quand tu prends quelqu'un qui est nouveau, mettons, tu sais, je sais pas si j'ai Paul Piché au bout du micro, ben Paul Piché, le monde, il l'a entendu. Là. Si jamais cette fois-là, c'est pas la meilleure, c'est pas la fin du monde, mais quand tu prends quelqu'un qui montre quelque chose pour la première fois ou un grand retour des affaires du genre, Mhm, mhm. tu dis, le monde, ils vont juger l'artiste par rapport à ce qu'il va avoir entendu, puis moi, je vais m'être occupé de ce qu'ils ont entendu. Fait que je suis aussi bien d'essayer de faire le plus beau make-up possible à cet artiste-là, tu sais, pour qu'il paraisse bien, tu sais. C'est ça. J'ai envie de prendre une chance puis de poser la question, mais il y a 3 épisodes, on a reçu Tommy Charles qui a été à la Ben oui. voix. Je sais pas si tu aurais un mot à nous dire vite vite sur si t'as-tu travaillé avec, tu l'as-tu, je sais pas. Euh, Lui, en fait, lui il avait participé j'ai travaillé avec lui sur le. Ben entendu, je l'ai mixé à la voix, là. Mhm. Mais lui, dans son cas, il avait participé à l'album, là, si je me trompe pas, de la voix. J'essaie de me souvenir, c'est quoi la chanson qu'il avait fait, là. Euh, mais Bon. je me suis retrouvé à le faire en studio. Puis là, si je me souviens bien, je pense que dans ce contexte-là, cette année-là, c'est moi qui s'occupais de faire la réalisation des voix, mettons, pour l'album, pour des contextes. En général, là, c'était le directeur musical là, qui faisait ça, mais dans ce moment-là, moi, je me suis retrouvé à faire ça. Je me souviens plus exactement pour quelle raison, Ok. en tout cas. Puis j'ai souvenir que c'était un gars qui était tu sais, préparé, premièrement, très préparé, ce qui est absolument pas le cas de tout le monde. Puis c'était le même pour les émissions. Puis deuxièmement, je dis, tu sais, c'est quelqu'un qui a quand même son thème de voix aussi assez N'est-ce pas? reconnaissable, là, tu sais. Fait que non, c'était super le fun. Tu sais, en fait, je te dirais que j'ai fait 8 saisons de la voix adulte puis 2 saisons de la voix junior. Le fait que tu me dises un nom puis que je me souvienne c'est qui déjà en partant, c'est un très bon signe. Ça veut N'est-ce dire qu'il pas? a fait une bonne impression ou une vraiment mauvaise, mais je me souviens que ça serait bien passé. Bon. Heureusement, ouais, c'était. Ouais. Oh. J'aurais une petite question, dans le fond, puisqu'on a parlé un peu là, de quelques-uns de tes highlights. Est-ce qu'il y a un des gigs que tu as fait qui était vraiment là, dans, disons, ton préféré, là? Ben, il y en a plusieurs à différents niveaux. Là, tu sais, je dirais, souvent, c'est. Ben, exemple, j'ai eu la chance, là, c'est en quelle année, je me souviens plus. Le dernier disque que Serge Fiori a fait, j'ai eu la chance de travailler dessus. Euh, Puis, c'était quand même tu sais, je dirais, c'était un événement, je pense, déjà en partant pour l'industrie de la musique, là, le fait que Serge Fiori retourne
en studio. Mhm. Puis moi, j'avais été approché vraiment de façon. C'est pas moi qui ai fait l'enregistrement de l'album, c'est pas moi qui ai fait le mix de l'album, c'était une des personnes qui était mon mentor, là, si on veut, quand j'ai commencé. Mais pour la pré-production, le réalisateur, qui est Marc Pérusse, il avait besoin d'aller chez Serge Fiori faire la prise, lui faire un petit setup de studio pour qu'il soit capable d'enregistrer des maquettes pour l'album. T'sais. Fait que il me dit, ça te tente-tu de venir faire ça? Je dis, ben, c'est sûr. Aller chez Serge Fiori puis aller faire ça, fait que ça m'intéresse au bout, là. Fait que je me retrouve là chez lui, on parle un peu de qu'est-ce qu'il y a en tête pour la prise de son, on fait des tests de micro de voix, tu sais. On s'est retrouvé à faire une prise de son assez particulière sur la guitare, là aussi que j'avais 3 micros, là, dont 2 micros qui étaient tapés d'une façon particulière sur la guitare, là, quelque chose que je n'avais jamais fait, mais que on était arrivé à la conclusion qu'on allait essayer ça. Quand il a mis les écouteurs, il tripait, là, il disait, c'est comme, tu sais, la guitare est dans ma tête, là, il capotait, c'était écœurant. Wow! Puis là, moi, j'étais en train de taper les 2 micros sur sa guitare, tu sais, puis là, je dis, veux-tu jouer, voir si les micros sont dans les jambes ou quoi que ce soit. Puis là, il s'est mis à jouer une des tunes du disque, tu sais, puis moi, j'étais à genoux en avant de lui, là, en train de taper des micros sur sa guitare. Il s'est mis à jouer une des tunes de l'album, puis, tu sais, c'était la première fois en 30 ans que quelqu'un entendait une nouvelle composition de Serge Fiori, tu sais. Ouais, c'est Puis vrai. c'est comme un moment là, tu sais, de privilège Wow! là, qui était. En tout cas, j'ai trippé. Puis je m'en ai fait un setup de studio pour lui. Tu sais, on a fait des tests de micro de voix et tout ça. Puis Serge Fiori, quand il a fini, il a dit moi, là, il dit ça, c'est ça qu'il faut sur le disque. Là. Il dit ce son-là de guitare, j'aime bien trop ça. La voix, elle sonne vraiment bien. Fait que finalement, je me suis retrouvé à avoir fait la prise de son de la guitare 12 cordes puis de la voix sur l'album, tu sais, ce que je ne m'attendais pas à faire ce matin-là, tu sais. Quand j'ai vu le vidéoclip qui est sorti, je me souviens plus, je pense que c'est Le Monde est virtuel, le premier vidéoclip, mais quand on regarde le vidéoclip, il y a sa 12 cordes, puis il y a encore mes 2 micros de tapés dessus. Si jamais quelqu'un Wow. veut savoir c'est quoi la prise de son, là, tu regardes le vidéoclip, il y a deux micros de tapés sur la guitare, il ne voulait plus les enlever après. Fait que c'était quand même, ça, c'était un moment assez privilégié, mettons. Là, c'était quand même. Ah, c'est sûr. J'avais des frissons sur les bras. Ouais, Sinon, je comprends. tu sais, il y a toutes sortes de trucs. Tu sais, il y en a un qui pourrait sonner tellement anodin, en fait, pour du monde, mais j'ai déjà travaillé avec quelques humoristes. Là, j'avais fait des captations de Louis-José Hood, de Rachid Badouri, de Martin Matt. J'avais fait le spécial Netflix de Martin Matt, puis c'est pas quelque chose de bien valorisant pour un sonorisateur de faire ça, tu sais, dans la vie, parce que tu livres un show avec du son, puis toutes les affaires sont contre toi parce qu'ils veulent que le monde rie le plus fort possible dans la salle, fait qu'ils mettent le son le plus fort possible dans la salle, puis ça fait que ça sonne pas bien, puis en tout cas, Mhm. c'est pas... surtout finalement à juste t'asseoir, enregistrer les 4 micros qui sont là, puis après ça, tu t'arranges avec ce qu'il y a, tu sais. Fait que j'avais pris la décision dans ma vie que je ferais plus d'humoriste, tu sais, que je passais à autre chose. Puis il y avait un humoriste à un moment donné que j'ai entendu à la radio qui s'appelle Simon Leblanc, puis il m'avait fait vraiment rire, ce gars-là. Je suis arrivé pour trouver des Ah ouais, affaires sur. je le connais, je pense que je l'ai vu passer récemment en plus, mais ouais. Ouais, en tout cas, moi, ce gars-là, il me fait bien rire, tu sais. Puis je suis pas un gros fan tant que ça d'humour dans la vie, mais tu sais, je l'avais entendu à la radio, puis j'étais comme. Je me dis, ah, si j'ai envie de trouver des affaires de lui, je vais sur YouTube, il y a quasiment rien, tu sais. Fait que, bon, ça finit là. Puis un matin, je roule en auto, puis c'est lui qui m'appelle, tu sais. Le téléphone sonne, puis c'est Simon Leblanc qui me parle. Je pensais que c'était une joke au début de quelqu'un, parce que d'habitude, les artistes, de même que tu connais pas, ils t'appellent pas directement, tu sais, ils passent par leur production, peu importe, tu sais. En tout cas, il m'appelle et il me dit que finalement, il a entendu parler de moi, puis qu'il est tanné que les affaires d'humour, ça sonne mal, puis que ça soit Wow! toujours botché, puis veut vraiment que son show, il sonne bien. T'sais, il dit, je veux que la qualité sonore sonne bien, puis je veux que ça passe en Wow. premier. Fait que, je dis, OK, finalement, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais lui, il a quand même investi bien de l'argent puis des affaires pour essayer de trouver le meilleur micro, la meilleure console, le meilleur son, les meilleures salles qui sonnaient le mieux. T'sais, il a fait des recherches, il a pris des notes. Là, j'étais comme, je m'étais dit que je ne ferais plus d'humoriste, mais j'ai comme pas le choix
dire oui parce que tu as tellement été loin dans ton processus que je te laisserai pas tomber le rendu là. Tu sais. Fait que finalement, on a fait des tests avec lui, on a été essayer des affaires, puis il voulait que la foule sonne d'une façon, puis que les rires sonnent d'une façon, puis il voulait vraiment mettre des efforts là-dessus, puis on s'est retrouvé finalement à enregistrer ça en janvier dernier c'était à Chicoutimi. Puis j'avais 24 micros dans le public. Là. D'habitude, j'en ai 6, mettons. Là, là j'étais comme on a vraiment poussé l'enveloppe, on a travaillé fort. J'étais plus ou moins content du son de la salle. Il m'a dit regarde, on va faire tout ce qu'il faut. On a fait pousser des rideaux, on a mis des affaires partout. On a vraiment comme mis la gomme. Puis après ça, au mix, on a travaillé fort sur le mix. Tout ça pour quelque chose que je voulais plus faire, puis que même en tant que tel, de mixer un humoriste, c'est pas nécessairement trippant puis valorisant. Mais rencontrer quelqu'un de même qui voulait vraiment faire les choses comme il faut, dans la bonne humeur, dans le plaisir, dans le désir de le faire pour le mieux, puis d'écouter mes idées, moi d'écouter ses idées, il m'a fait beaucoup grandir à plein de niveaux parce que il lâchait pas, mais dans le positivisme. Là, puis c'était vraiment. Le DVD il est sorti, là, ça s'appelle Malade, le show. Puis j'aurais jamais cru un jour dire comme je suis tellement fier de ce show d'humour-là, ce DVD-là d'humour, parce que ça sonne bien. Puis au mastering, quand ils ont fait le mastering, ils m'ont dit coudonc, c'est donc bien clean, on n'a jamais entendu un show d'humour de même. Il y a comme il y a quelque chose de C'est un show grosse d'humour surprise. groundbreaking là, dans le domaine de l'audio. Pour moi, en tout cas, tu sais. Non, mais sans exagération, là, clairement. C'était. Tu sais, je dis, puis je travaille avec beaucoup de monde là, qui m'inspire puis qui me font triper. Tu sais, c'était juste comme une grosse surprise, mettons, cette affaire-là. Je m'attendais pas à ça, puis je m'attendais pas à vivre ça par rapport à l'humour, tu sais. Fait que c'était quand même une belle surprise. Là. Il y en a plein là, de moments marquants. Là, je pourrais vraiment en dire beaucoup. Tu sais, puis j'ai eu la chance de travailler sur les 2 derniers shows de Carquois, puis on l'a enregistré, puis c'était magique. Là. Moi, j'étais un fan de Carquois. Plein de belles choses, là. Mais vite de même, ça serait ça. Super. Ouais, vraiment. Puis écoute, t'as tout un portfolio, je vais répéter les paroles de Laurier du début de l'épisode, là, mais. pour aborder un petit peu maintenant quand même ta production musicale, parce que tu l'as, tu t'en parlais un peu comme si tu avais subordonné ça à ton l'aspect plus production, mais ça reste que bon, t'as été dans White Weddings après avoir été dans Les Fils d'Esteban, mentionnons-le. Puis vous avez d'autres projets. Tu travailles beaucoup avec Hugues Bond. Ah oui. Ben, Vas-y. en fait, Hugues, c'est mon ami depuis secondaire 1, je pense, là, ou 2, là, mais non, je dirais même secondaire 1. On fait de la musique depuis secondaire 3 ensemble, dont justement Les Fils d'Esteban, qui s'est éventuellement, je ne dirais pas transformé, là, c'est plutôt moi et Hugues qu'on a continué avec White Wedding, puis après ça, on a décidé de se partir on the side, on s'était parti un espèce de projet qui s'appelait Cliché, qui ce projet-là pouvait englober à peu près n'importe quel autre projet. Tu sais, c'était. En fait, Hugues, moi, on a comme toujours, si on veut, une idée. On n'a jamais le temps de le faire, on n'arrive jamais à le finir. Là. Si tout va bien, on va finir en fait, je ne sais pas si tout va bien. On va finir un projet là, dans le prochain mois, là, il va être fini, là, il faut. Mais sauf que on fait de la musique depuis vraiment longtemps ensemble. C'est, je veux dire, c'est clairement un sideline, là, dans le sens que, tu sais, les deux, on vit pas de ça, mais sauf que je pense que on approche souvent, en tout cas, moi du moins, les projets avec vraiment envie, puis le désir de faire un projet qui nous tente, puis il y a vraiment beaucoup de projets qui nous tentent, mais ou des idées, que ce soit pour le plaisir, que ce soit drôle, que ce soit sérieux, peu importe. Mais sauf que, je veux dire, tous ces projets-là, une fois qu'on les commence, on a envie, en tout cas, de plus en plus, mettons, que ce soit
ce soit quelque chose d'intéressant, que ce soit quelque chose De qualité. Ben, qualité, c'est un grand mot, là, dans le sens que, tu sais, je travaille avec tout le monde autour de moi est bien meilleur que moi à faire de la musique. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un mot que je trouve dangereux à utiliser dans mon cas. OK. Mais sauf que, assurément, en tout cas, comment je dirais ça? Je dis souvent que quand on fait les choses avec du plaisir, puis on essaie de faire les choses, quand les choses nous rendent heureux à les faire, puis quand on réécoute, en général, ça se transmet, cette affaire-là. Puis Mhm. je fais beaucoup de musique avec beaucoup de monde qui sont très sérieux puis qui sont très, très bons, mais il y a souvent des projets qui se font, qui sont faits le mieux possible, avec tous les meilleurs moyens possibles, mais qui ont pas nécessairement, qui viennent pas nécessairement du plaisir, là, tu sais, qui viennent des fois d'une commande ou du fait que ça soit radiophonique ou quoi que ce soit. Tu sais. Puis c'est vraiment pas une généralité, là, ce que je dis, mais sauf que c'est des choses qui arrivent. Puis, tu sais, quand je me retrouve, mettons, dans mon local avec Hugues ou avec d'autres amis, Mhm. à travailler sur des projets qui soient sérieux ou pas sérieux, ou qui soient, tu sais, qui mènent à quelque chose ou qui mènent pas à quelque chose, ben, on essaie toujours de le faire en ayant du fun. Puis en général, les fois où le fun se passait pas trop, ben, on finissait beaucoup plus la soirée au bar que de se battre à essayer de faire marcher quelque chose qui marchait pas. Tu Mhm. sais, je pense que je trouve ça important dans ce contexte-là d'essayer de faire les choses pour le plaisir. Puis si ça sort, puis on le fait dans le plaisir, ben, on risque d'être content de le partager au monde, tu sais, puis d'avoir du fun à le partager. Puis là, les gens risquent d'avoir du fun à l'entendre parce que c'est ça que ça te transpire du monde, c'est ça que ça ressent. Tu sais, Mhm. c'est fait de. Les choses qui sont forcées, qui sont essayées d'être d'autres choses, tout ça. Tu sais, on en a fait là, de la musique, moi puis Hugues, là, Hugues et moi, qui nous était des fois un peu. On voulait arriver à une idée qu'on a eue, puis on l'a forcé, puis finalement, ben, tu sais, c'est pas bon au final, puis c'est parce qu'on a vraiment essayé de répondre à l'idée plutôt que de répondre à ce qui se passait dans la pièce. Là, tu sais. Ce qui se passe dans la pièce, ça va toujours être ça le mieux parce que c'est ça qui se passe. Fait que d'essayer de réinventer d'autres choses, souvent, ça marche pas. Tu sais. Je vois, je vois. Puis cette pratique-là, donc quand même, tu sais, cette exploration musicale sur tes propres projets, est-ce que ça, j'assume que ça feedback dans ton travail de technicien de son, de producteur, de réalisateur? Ah ouais, assurément. Tu sais, c'est sûr que c'est Et c'est autant vice-versa. là-bas. Oui, oui. Mais tu sais, c'est sûr que ce que je fais sur mon temps, puis que ce que je fais sur mon budget, en gros guillemets, parce qu'on paye un local par mois, mais tu sais, ça ne coûte pas vraiment d'argent, sinon autrement, faire de la musique, là. Euh, on, c'est assurément un laboratoire pour moi à tous les niveaux, tu sais, puis ce serait plate si ça n'était pas un, là, tu sais, il faut que ça, parce que, premièrement, parce que j'aime ça expérimenter, puis c'est plaisant, mais puis j'ai pas toujours la chance de le faire en studio. Mhm. Sauf que, fait que c'est sûr que à beaucoup d'égards, puis donc ce que j'insistais tantôt sur le fait que quand on a du plaisir en studio, on a du plaisir à les réécouter après dans notre auto, puis à la maison, puis à le faire écouter à quelqu'un d'autre. Ce que j'ai vraiment, tu sais, ça m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à tout le reste des autres projets quand je faisais ça, parce que je travaillais avec beaucoup de monde qui était très sérieux. Puis ça ne veut pas dire que c'était pas plaisant, mais moi, j'interprétais souvent le sérieux par genre, on fait le travail, il faut se rendre au bout, puis c'est pas en déconnant qu'on va y arriver, tu sais. C'est absolument. Dans certains cas, c'est vrai, dans beaucoup de cas, c'est pas vrai. C'est assez important d'avoir du fun. Puis ça, j'ai vraiment appris ça, puis j'ai vu la différence en commençant à faire de la musique avec Hugues de cette façon-là, à l'appliquer quand je fais de la réalisation, tu sais, puis à prendre des breaks, à se dire que si on ne se rend pas au bout à soir, ben c'est pas grave. On est mieux de prendre du temps ensemble, puis de prendre une bière, puis d'avoir du fun, puis de développer des bons feelings, soit en tant qu'ami, soit en tant que musicien, Mhm. plutôt que d'essayer de forcer quelque chose qui va être enregistré pour toujours. Tu sais. Puis c'est sûr et certain que ben, tu sais, je pense que le meilleur exemple, c'est moi, en ayant travaillé, mettons, à la voix pendant
pendant 8 saisons, là, on a calculé qu'il y a au-dessus de 800 chanteurs là, qui sont passés. Wow. Je veux dire, c'est inévitable que j'ai acquis beaucoup d'expérience à travailler avec différentes personnalités. Puis ça, quand on fait des projets aussi que soit que on invite des gens à collaborer avec nous autres, ben, ça m'aide à saisir rapidement comment approcher telle situation. Est-ce qu'une situation, c'est grave ou c'est pas grave? Parce que des fois, on sent que quelque chose est sérieux puis est grave, puis mais finalement, c'est tellement pas grave, puis qu'il y a des façons de désamorcer des affaires que des fois, il ne faut pas se gêner d'être, je dirais pas brusque, mais de dire comme, hey, regarde, ça marche pas, là, c'est clair qu'on ça s'en va nulle part ce qu'on fait, là. Arrêtons d'essayer de le faire marcher, là. On change d'approche, là, genre, à la place de chanter debout, là, couche-toi sur le dos, là, puis on va se faire justement, on va se faire un drink ou on va faire quelque chose, on va changer le mal de place, on fait 2 traits de guitare à la place, là, arrête de chanter, tout ça, puis puis même des fois, moi, par rapport à mon approche d'enregistrement, des fois, je suis capable d'avoir du recul puis de voir, ben, OK, regarde, pas dans le bon mood, t'es pas en train de faire la bonne affaire. Ou avec Hugues aussi, là, des fois, c'est plus facile des fois de repérer, mettons, ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas. Puis c'est normal, là, dans la vie, tout n'est pas toujours égal. Là, fait que, il faut être capable de travailler autour de ça. Voilà qui Je trouve que c'est. Vas-y. Ouais, je trouve que c'est un beau mot de la fin, on dirait. On finit comme sur une petite morale agréable. Hey, l'important, là, finalement, c'est d'avoir du fun. Ça c'est. J'en ai un mot de la fin, là, je ne l'ai pas prévu, mais sauf que c'est juste, ça me fait penser à ce que tu viens de dire. Là. Puis ces temps-ci, j'en parlais souvent avec du monde, là, mais tu sais, on travaille dans une industrie qui est faite pour être appréciée. C'est fait pour soit nous aider à passer à travers des émotions, soit nous aider à avoir du plaisir. C'est fait pour être le fun, mettons, pour être partagé, pour être entendu. Puis je pense que quand on fait le processus, il faut le faire exactement de la même façon qu'on veut que ce soit perçu. Ça peut pas être laborieux puis plate faire un disque parce que sinon, on veut que le monde il trouve ça le fun puis il trouve ça agréable. Ben, écoutez, faut pas faut se donner la même chance pendant qu'on fait l'album ou le projet. Dans l'industrie du plaisir, puis ben, le plaisir, c'est aussi bon quand tu le fais. Effectivement. Effectivement, ça nous donne un Quelle meilleure manière de le transmettre que d'en avoir, finalement. Exactement. Ça peut pas être plus vrai que ça. Donc, avant de se quitter, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels on doit garder l'œil ouvert? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais nous présenter? Ou... Il y a un projet que je peux pas encore nommer, puis ça va me faire vraiment plaisir de vous le dire quand ça va sortir, là, mais il y a un vraiment beau projet qui s'en vient. D'après moi, ça va être en décembre, là, fin novembre, ou mi-novembre ou décembre. Là. Un gros album, probablement le plus gros projet là, sur lequel j'ai jamais travaillé, là, qui risque d'être vraiment le fun. C'est pas peu dire, ça, quand même. Quand ça va sortir, d'après moi, tout le monde va en entendre parler. Là. Ça va être bien le fun. Fait que ça, j'ai bien hâte que vous entendiez ça. C'est sûr que cette année, j'aurais jamais pensé parler de ça, mais le DVD d'humour de Simon Leblanc, je le recommande fortement. Premièrement, c'est vraiment drôle, puis deuxièmement, je ne m'attendais pas à faire quelque chose comme ça. Puis le son est sacoche. En tout cas, on a travaillé fort dessus, j'espère que vous allez l'aimer. Moi, c'est sûr, je vais le regarder. En plus, comme je t'ai dit, je l'ai vu passer quelques fois, là, puis je le trouve vraiment bon, en fait. Je pense même que pendant... J'encourage pas ça, là, mais je pense qu'il avait été bootlegué en plus sur YouTube. Là. Mais il est sur iTunes. Parfait. En tout cas, donc iTunes, on retient, les amis. Exactement. Super. Puis sinon, écoute, je sais pas si tu veux qu'on le nomme, mais vite de même, le projet de musique pirate, là, quand est-ce qu'on va le voir? Ouais. Quand est-ce qu'on va le voir?
D'après moi, en fait, c'est ça, c'est là le The Brethren, là, le projet de musique de pirate que Hugues et moi, on a fait. Ben, je dis Hugues et moi et beaucoup d'autres mondes, dont ben, Francis Guérard qui fait profondément partie des Brethren, mais euh, on a eu plusieurs collaborateurs, là, surtout pour des voix. D'après moi, là, j'ai une semaine qui s'en vient là, en novembre. Là, ça va me permettre de le finir, puis on va pouvoir l'envoyer au mastering en novembre. Mon beau-frère, qui est un graphiste exceptionnel, est en train de faire la pochette. Là. Mais en tout cas, il est en train de faire la pochette depuis le mois de juin, mais là, il m'a dit qu'il est en train de finaliser ça lui aussi. Parfait. Fait que, Les étoiles J'ai hâte s'alignent. d'entendre ça. Oui, j'ai très hâte parce que les quelques extraits qu'on m'a montrés à date sont très prometteurs. J'ai très hâte. Ça va être le fun. C'est drôle. Parfait. Ben écoute, sur ça, est-ce qu'on peut te suivre en quelque part? Est-ce qu'il y a un Facebook, Charles Émile? Est-ce que le site web, c'est la place? Ben, le site web, en fait, je suis content que tu l'aies trouvé parce que je ne l'ai jamais annoncé nulle part. Là, je l'ai créé en me disant que si jamais quelqu'un faisait une recherche pour voir mes crédits, elle allait tomber là-dessus. Mais oui, en fait, tu devrais peut-être commencer à faire la promotion de ça. Là. Mon site web, c'est charles-emile-baudin.com. Sinon, je ne suis pas très actif sur les médias sociaux, mais j'ai un Facebook puis j'ai un Instagram. Là. Comme un pattern récurrent chez nos invités. Ouais, hein? Ben, non, c'est ça. c'est peut-être mieux, ça donne moins l'occasion à nos quelques fans de venir nous intimider, de ne pas en avoir. C'est ça. Non, mais sauf que ça va me faire plaisir, par exemple, de partager l'entrevue. Ça, Ben, je peux m'en servir des médias sociaux de temps en temps, quand même. Ben, c'est fort apprécié, merci, oui. On va être très heureux que tu fasses ça. Sur ça, écoute, je pense que ça fait le tour. Jonathan, quelque chose à rajouter? Non, moi aussi, je trouve que ça Le mot de la fin bien était la bon. boucle. Parfait. C'était vraiment, non, c'est une bonne entrevue, c'était le fun, bon épisode. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que ça va bien sortir. Là. Super. Merci, les gars. C'est super le fun. Oui, merci à toi. Faites bien ça. On essaye. C'est encore très embryonnaire là, comme projet. On est dans les gros débuts, mais tranquillement, pas vite. On travaille. Ça prend de l'expérience. Ah, On expérimente. Vous avez de l'air prêt, là, tout ça. C'est parfait. Là. Je trouve que ça se passait bien. Merci. Super. Ben, sur ce, tout le monde, je pense que moi, le devoir de la semaine, pour reprendre l'expression de Jonathan, si je me fie à tout ce que Charles-Émile nous a dit, c'est expérimenter, essayer des affaires, gosser avec des affaires, puis Dieu sait, vous allez peut-être en trouver une carrière, puis ayez du fun, oui. Ouais, ayez du fun. Ayez du fun en faisant tout ça. Parfait. Thank you.